On papotait, et puis on a oublié d'enregistrer l'épisode. Désolé, il n'y en aura pas cette semaine. Je rigole. Merci, 1000 fois merci de nous écouter d'abord, et puis merci aussi d'avoir prévu 2 chroniqueurs qui portent le même prénom. Ça va me soulager un petit peu, je suis fatigué. Ouais. C'est plus facile, c'est beaucoup plus facile pour moi. Sébastien et Sébastien sont avec nous pour partager leur veille technologique, bien sûr, et puis Sébastien qui était celui qui a une barbe de 6 mm. Ce qui parle évidemment à ceux qui nous écoutent en podcast. Donc c'est 3 mm. Bon, bref. Était encore à Las Vegas la semaine dernière, et nous avions écouté religieusement, si je puis dire, de modèles d'IA génératifs. Sujet en 2 parties, dont on va découvrir la seconde partie en fin d'épisode, avec la participation de Grégory Becambois, qui est un spécialiste de ce genre de choses, et qui était déjà passionnant la première partie. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas non plus dans la seconde, à découvrir d'ici quelques dizaines de minutes. Oui. Et un auditeur du podcast, Van Leifer également. J'avais presque oublié, effectivement. Donc il cumule. C'est très bien. Il est belge. Dis-moi qu'il est belge. Non, il est nordiste. Il est français. Il est nordiste, voilà. Il est nordiste, ça va. Okay, voilà, c'est ça. C'est peut-être un jour ce sera vous qui nous écoutez, qui participerez à un épisode des Technos, ou un bonus, un hors-série, ou que sais-je, ou simplement à une rencontre informelle quelque part. Qui sait, mais d'ici là, vous aurez encore l'occasion d'écouter beaucoup d'épisodes des Technos, je pense. Il y a un bloc-notes. On va pas le faire maintenant. On va d'abord parler d'autre chose. Ça pourrait presque être un épisode spécial Raspberry. Vous allez comprendre au fil des sujets. Le Raspberry Pi 5, maintenant capable d'émuler une PS3, rien que ça. Ça tombe bien, c'est l'anniversaire de la PlayStation, on en parlait la semaine dernière. Sébastien, forcément. De quoi s'agit-il et en quoi est-ce extraordinaire ? Alors, c'est le premier émulateur PS3 qui tourne sur ARM. C'est le RPCS3 qui a été démontré par l'équipe de RPCS3, donc émulateur qui a dont on a essayé de tuer. Sony n'apprécie pas forcément des émulateurs qui ne sont pas toujours les siens, non, pour plein de raisons. Donc ici effectivement, donc les mecs ont fait une démo en disant ça tourne sur ARM, c'est la première fois, ARM 64, pas 32. Et donc potentiellement aussi sur d'autres devices que le Raspberry. Ça peut tourner sur des... Ils l'ont démontré sur un Apple M1, entre autres, mais voilà, potentiellement du coup sur les 2, 3 et compagnie, et tous les autres ARM, vu que sont tous en ARM 64. Alors évidemment, les performances sur un Raspberry Pi 5 ne sont pas les performances d'un Apple M1 et plus, parce que faut quand même pas rigoler. C'est pas non plus les mêmes processeurs. Néanmoins, le Raspberry Pi 5 est suffisant que pour faire tourner cet émulateur en 480p. Donc on n'est pas sur le 720p, donc l'image est un tout petit peu inférieure à ce qu'on peut espérer de la PS3, mais 480p c'est tout à fait jouable, c'est très appréciable, et c'est le début, c'est la première fois qu'ils sortent. Alors aujourd'hui il n'est pas encore dispo, ils en ont juste fait une démo technique, mais on ne peut pas encore disposer de l'émulateur, qui ne devrait pas vraiment tarder, parce que voilà, c'est pas non plus... s'ils l'ont fait tourner, on a l'habitude d'avoir ce genre de soft assez souvent, il sera peut-être sous le sapin. Et donc c'est pas le premier émulateur qui tourne sur un Raspberry Pi 5, il y en a pour toutes les vieilles consoles, et sur des consoles assez récentes, il y a déjà aussi Dolphin, qui lui était capable de faire des Wii et GameCube, et donc maintenant on rajoute à ce Raspberry une console sur laquelle il y a plein de jeux, et c'était une console hyper respectable, la PS3. Donc voilà, c'est chouette, et ça va pouvoir permettre à faire des petits trucs assez sympas, portables, ou dans des claviers, ou dans des que sais-je, parce que le Raspberry a plein de manières de s'utiliser,
Tout simplement coller derrière une télé tout petit, alors que Par exemple, c'était quand même colossal à son lancement. Ou un vieux moniteur, parce que de toute façon, 480p, c'est de la SD, c'est pas... Donc un bête petit moniteur qui traîne quelque part peut faire la blague, et vous avez votre petite console, voilà. En même temps, pour jouer à des anciens jeux, c'est chouette. Ouais. En même temps, sur ces anciens jeux, ce qui t'intéresse, c'est pas forcément une résolution de fou, c'est surtout qu'il y a un framerate correct, et là, ils arrivent à 30 FPS, ce qui est correct. Voilà, sur la télé. Voilà, pour l'œil humain, c'est bien. C'est bien. Voilà. Pour l'œil bionique, c'est autre chose. Mais je sais pas si Sébastien, l'autre, évidemment, avait un truc à rajouter par rapport à ça. Non, j'étais juste en train de penser que dans l'épisode de la semaine passée, je crois que c'est David qui parlait de l'anniversaire de 30 ans de la PS. Non, c'est moi. C'était toi. Bon, voilà. Oui, et donc c'était bien de pouvoir la décliner dans des versions émulateurs également, ce qui permettra de rendre les logiciels peut-être plus accessibles. Je me posais aussi la question des droits. Est-ce qu'on peut télécharger des jeux pour ces émulateurs en toute légalité, ou est-ce qu'il faut un peu contourner et fermer les yeux sur la loi? Alors techniquement, tu peux les. Alors il y a plusieurs points de vue et ça dépend des pays. Alors des jeux qui ne sont plus en vente et que tu ne sais plus acheter, normalement tu peux les télécharger sans trop te soucier des problématiques. S'ils sont toujours en vente, si Sony les vend, ce qui est le cas, alors tu peux les avoir via Sony en payant des licences à Sony. Ouais. Néanmoins, il est accepté que tu utilises le jeu sur un émulateur si tu l'avais acheté. Donc, si tu l'as en matériel, quoi, si t'as le CD. En matériel. Là, c'est difficile de te reprocher le fait de jouer sur un émulateur parce que t'as plus la console, machin, etc. Donc, mais la plupart des studios jouent aussi sur cette nouvelle vague et tu peux souvent racheter des vieux jeux, si pas à Sony, à d'autres. Mais Sony aime bien revendre ces trucs. Et l'émulateur permet de lire le CD ou le DVD d'origine? Non, il faut forcément. Non, t'as besoin de. C'est une image. Tu dois prendre une image. Ouais. Bon, bah, ça à la portée. Enfin, si tu te débrouilles avec un Raspberry Pi, tu te débrouilles avec ces bidous. C'est pas fait pour monsieur, madame, tout le monde. J'étais juste curieux pour savoir si on pouvait brancher un lecteur DVD. Non, il y a beaucoup de USB. zones grises dans les émulateurs. Voilà. Et pour les éviter, on ne branche pas de CD. C'est juste ça. Un des plus gros problèmes qu'ils ont, tomber dans la zone noire. C'est surtout l'OS qui doit faire tourner pour pouvoir faire tourner le truc. Et donc, disons, on émule le plus possible sans utiliser de matériel de Sony. Donc, un tout petit peu plus tard, d'ici quelques minutes, on reparlera de Raspberry Pi. Et comme tu parlais justement de device, etc., on sera en plein dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Google dévoile Willow. Sébastien, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une puce quantique super puissante, puisqu'ils estiment, mais j'expliquerai ça dans un moment, qu'ils réduisent à un calcul de 17 millions d'années, donc 10 exposant 25, à 5 minutes seulement. Bon, enfin, évidemment, c'est en laboratoire pour le moment. On parle souvent de quantique pour le moment. Il y a beaucoup d'actualités. Le PFL ou le PS de Zurich a également lancé une actualité sur le quantique cette semaine. Je savais pas trop laquelle prendre et j'ai choisi celle de Google. Donc, Google vient de lancer un ordinateur quantique sur 105 qubits, ce qui est déjà un exploit en soi, puisque jusqu'à présent, les ordinateurs quantiques, c'est 30 ou 40 qubits. Donc là, ils ont presque fait fois 3 la taille des processeurs entre guillemets quantiques. Hein. C'est comme les processeurs classiques. Hein. On a des processeurs sur 16 bits, sur 32 bits, sur 60 bits. Au plus il y a de qubits, au plus on peut traiter de l'information en un seul cycle. Et donc au plus c'est rapide. Le problème des qubits, qui est donc l'unité de base des ordinateurs quantiques, ils peuvent avoir plusieurs valeurs ces qubits, pas 0 ou 1, comme dans les ordinateurs traditionnels, mais 0 et 1 en même temps. Et ça, c'est la partie un peu magique encore pour moi, comment le truc peut avoir deux valeurs en même temps. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. Le problème de ces ordinateurs quantiques, c'est que ces qubits sont extrêmement instables, donc ils changent de valeur sans prévenir. Pops, ça flippe ou ça floppe. Mais du coup, ça donne un calcul qui est incorrect. Et donc, il y a plusieurs techniques pour essayer de corriger ces erreurs. Jusqu'à présent, presque tout le monde essaye de faire des techniques logicielles qui essayent de détecter ces erreurs et de les corriger a posteriori. Là, Google a pris une autre approche qui est pour chaque qubit
physiques, de mettre des qubits logiques par-dessus, qui font calcul comme un espèce de checksum, si je dois résumer, comme un CRC, un code pour vérifier que le bidule en dessous, le qubit en dessous, n'a pas changé de valeur. Et donc ça se présente, si on peut représenter des qubits sous forme de petites matrices, de petites grilles, qui sont de 3 par 3, de 5 par 5 ou de 7 par 7, et sans surprise, si on augmente la taille de cette matrice, eh bien, cette matrice qui est en fait un CRC, un checksum du qubit qui est en dessous, peut détecter plus d'erreurs à la fois. Une erreur pour les petites matrices de 3 par 3, jusqu'à 3 erreurs en même temps pour les grosses matrices de 7 par 7. Alors, j'ai pas trop compris non plus, ces matrices de 3 par 3 peuvent tenir 17 qubits logiques. 3 fois 3, ça fait 9, 17, je sais pas comment il rentre dans 9. Enfin, le compte est pas bon quelque part, et c'est la même chose dans les 5 par 5 et 7 par 7. Donc cette technique d'aller mettre des qubits logiques pour faire un espèce de CRC, de checksum dans le CPU pour vérifier que le qubit en dessous est dans sa bonne valeur, était connu sur papier depuis assez longtemps. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui arrive à l'implémenter. Et en utilisant cette technique, Google a également réalisé un benchmark. Ça s'appelle Random Circuit Sampling, RCS. C'est un benchmark spécialisé pour tester les ordinateurs quantiques. Et c'est là qu'ils arrivent avec ces chiffres tout à fait invraisemblables, c'est-à-dire un calcul qui prendrait 17 septillons d'années. Je ne savais même pas que septillon, c'était un nom, c'est-à-dire 10 exposant 25 ans, c'est-à-dire plus que la durée de vie de l'univers sur un ordinateur classique, se réduit à 5 minutes sur un de ces calculateurs à 105 cubiques. Le problème, c'est que personne ne sait à quoi ça peut servir. Pour le moment. C'est ce que j'ai demandé. Non, mais oui, je vais terminer là-dessus. Mais c'est joli pour réaliser des benchmarks. Les benchmarks démontrent la puissance brute de calcul du machin. Oui. Et encore, il est optimisé pour le benchmark. C'est souvent le problème des benchmarks aussi. Maintenant, il faut trouver les cas d'utilisation. À quoi peut servir cela? On a souvent parlé de casser des clés cryptographiques, puisque c'est un sujet qui revient souvent. Les clés publiques, les clés privées, à la base, ce sont deux nombres aléatoires qui sont multipliés les uns par les autres, et il y a une propriété mathématique qui fait qu'on n'arrive pas à décomposer un nombre dans ses facteurs premiers, c'est-à-dire si on a un grand nombre, la clé publique, on n'arrive pas à retrouver les deux nombres premiers qui ont servi en se multipliant à générer cette clé publique. Peut-être que les ordinateurs quantiques arriveront à faire ça et donc casser la cryptographie. Quand on pense à toutes les avancées de GPU et tous les besoins calcul qu'on a pour le moment avec les IA, peut-être, mais c'est de la supposition de ma part, qu'un jour il y aura aussi un lien entre GPU et ordinateurs quantiques et qu'on pourra peut-être caler les deux. Mais enfin voilà, ça reste une avancée dans la recherche, une autre technique. C'est pas la seule, parce qu'Aurélien a posté sur notre canal de veille technologique une autre technique de correction de qubits. Donc tous les chercheurs travaillent vraiment là-dessus. C'est corriger les qubits pour avoir des résultats fiables. Et là, c'est européen, Cocorico, quasiment européen. C'est quasiment. Zurich, et c'est au niveau de la physique là. Donc là, c'est vraiment au niveau des processeurs. Il n'y a pas encore de machine qui implémente cette technologie, mais eux, ils utilisent des qubits physiques pour corriger aussi les qubits. Donc ils mettent un autre conducteur au-dessus du CPU, et par un moyen mécanique physique avec de l'électricité, ils arrivent à reproduire le qubit logiciel en dessous dans du physique qui lui est plus stable, comme il est physique et pas logiciel. J'avoue que là j'ai encore moins compris l'article. Ça rentre quand même dans des détails de physique et de physique quantique que je ne maîtrise pas, mais c'est juste pour dire, voilà, il y a différentes pistes qui sont explorées par les chercheurs aujourd'hui pour stabiliser les qubits des ordinateurs quantiques et peut-être pouvoir faire des ordinateurs quantiques utilisables à grande échelle dans un futur, dans les années qui viennent. Est-ce que l'auditeur qui est toujours là pourrait nous expliquer? Non, c'est passionnant, mais c'est le problème, c'est qu'on a toujours du mal à se projeter en se disant, mais quoi, effectivement, la question, ça reste à quoi ça sert. Sébastien avait peut-être un truc à dire. Parce que effectivement, la crainte, comme Sébastien disait, c'est les algos de chiffrement, mais ça, c'est la crainte du marché ou la crainte en crypto ou ailleurs.
Ou la crainte en sécurité nationale, parce que voilà, on ne sait jamais si d'autres pays arrivent à décrypter les trucs, ce serait gênant. Il y a un usage qui consomme énormément de ressources et qui n'est pas l'IA, et qui est très difficile à faire avec un modèle simple, c'est tout ce qui est prédiction météo, où effectivement là ça a besoin de ressources colossales et qui probablement pourraient être exploitées sur ce genre de... Il paraît qu'on arrive quand même à des résultats quand même assez incroyables, justement avec l'intelligence artificielle, sans nécessairement utiliser toutes les ressources qu'on utilise avec les modèles météorologiques classiques. Mais ça reste à... Possible, voilà, mais ça reste un domaine qui est très 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 gourmand en puissance de calcul pour avoir quelque chose de précis. Ce qui est vraiment pas évident encore aujourd'hui d'avoir un vrai modèle météo. D'autant que à quelques heures, mais à quelques jours, c'est impossible. D'autant quand la météorologie change, et on le voit. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose où, en tant qu'humain, avec toute la techno qu'on a, on a encore plutôt l'impression d'être des sourciers en train de se dire, là, il y a de l'eau. La météo, on est quand même encore fort dans... C'est vrai. Voilà, on est quand même encore au balbutiement de ce que la techno pourrait nous permettre d'avoir les modèles pour les comprendre. Et alors, il y a un point que tu n'as pas mentionné, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, parce que ça fait une forme de polémique, c'est que Google, dans son annonce, a suggéré que grâce à Willow, ils auraient fait une forme de preuve que les univers parallèles existaient. Alors ça déchaîne les passions sur le web. Bien sûr, ça c'est l'argument marketing de ces news. Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Mais il faut bien ce genre d'argument-là pour faire passer une information qui est plutôt un petit peu cadenassée, quoi. Donc voilà, ça fait révéler. Pour faire les titres de la presse. Ah non, j'essaie de rester sur le factuel. Voilà. C'est ça. On peut pas s'amuser. Si ça se trouve dans un univers parallèle, il y a des gens comme nous qui a peut-être un Sébastien et deux Marc qui font un épisode des technos, peut-être. En même temps, oui, peut-être. Et puis peut-être que là, il y en a un, et peut-être que j'ai gardé mes cheveux et qu'il y en a un qui. Oui. Bref, voilà, c'est ça. Donc on est que des femmes. Oui, par exemple. Tu vois, par exemple. C'est un monde parallèle. Oui, complètement. Je sais pas s'ils ont fait exprès sur le nom, mais Willow, sinon, il leur manque un L, si jamais le mec savait peut-être pas l'écrire. Ou un P. Mais c'est un film très sympathique avec une histoire de George Lucas. Donc, aussi. Si vous ne connaissez pas, il y a une plateforme de streaming qui vous permettra de le regarder. C'est un film très sympa. Ok, bon, oui, Sébastien, et puis on conclut. Ah non, moi je suis très très fatigué, donc je pensais plutôt à un P plutôt qu'au W pour faire pilot, ça fait oreiller. D'accord, ok. Ou Widow, mais là on est plus tout à fait dans la même chose, mais on peut y aller. Oui, ou Rideau. Bon, allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est le bloc-notes. Ah non, on l'a pas oublié, il y a effectivement encore d'autres news dans l'actualité que voici que voilà. Les câbles USB-C pourraient devenir un nouveau vecteur d'attaque numérique. Une entreprise spécialisée a démontré qu'il est désormais possible de cacher une puce électronique malveillante dans ces câbles, permettant ainsi d'espionner les utilisateurs et d'affecter leurs appareils de manière invisible. Bien qu'aucun câble trafiqué n'ait encore été détecté dans la nature, cette découverte soulève quand même de sérieuses inquiétudes sur la sécurité des accessoires électroniques. Il est donc recommandé d'acheter ces accessoires auprès de sources de confiance pour éviter ce type de menaces. OpenAI lance un abonnement ChatGPT Pro à $200 par mois, donnant un accès illimité à des versions avancées de ces modèles d'intelligence artificielle. Cette offre ultra premium vise principalement les professionnels avec des fonctionnalités améliorées comme une analyse plus poussée d'images et une résolution plus efficace de problèmes complexes. ChatGPT est désormais disponible donc en 3 formules d'abonnement gratuites, ChatGPT Plus à $20 par mois et ChatGPT Pro à $200 par mois. Depuis le 5 décembre, OpenAI annonce tout un tas de nouveautés pendant 12 jours, une espèce de calendrier de l'avant de la nouveauté. On aura sans doute l'occasion d'en reparler prochainement. Framasoft, l'association française à but non lucratif qui promeut le libre et les alternatives aux opérateurs commerciaux comme par exemple Google, eh bien cette association Framasoft fête ses 20 ans et comme pour fêter ça, il publie la première version de l'application mobile Peertube, la plateforme vidéo décentralisée et éthique, pour permettre à un plus large public de découvrir et de regarder les vidéos sans être soumis à la publicité et au ciblage. Par exemple, vous pourriez y regarder les technos parce que nous sommes
système sur Peertube. L'application vise à simplifier l'expérience Peertube en offrant un compte local, un moteur de recherche et une interface pour explorer les différentes plateformes fédérées, puisque c'est un système décentralisé. Bien que limité par les restrictions des différents stores, Google et Apple, l'application Peertube sera progressivement améliorée pour offrir plus de fonctionnalités. Framasoft a besoin de financement pour pérenniser le développement et la maintenance de l'application. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site web. Je le mets dans les notes du podcast. Vous pourrez en savoir plus. Et puis, si vous voulez nous regarder en vidéo sur Peertube, le lien est dans la homepage des techno.be. Je ne sais pas si l'un de vous avait un truc à rajouter. Je sais que Sébastien est bien libre, donc je me doute un petit peu. Oui, Sébastien. Je vérifiais. Peertube est sur le Play Store. Hein. En tout cas, il y a moyen. Oui, bien sûr. C'est ce que je viens de dire. Hein. Mais je pensais que j'avais compris qu'il avait des difficultés, qu'il n'était pas mêlé. Ils ont eu des difficultés à le mettre en place et ils ont encore des difficultés à le faire avancer parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est comme c'est décentralisé, tu as à chaque fois un nœud par lequel tu rentres sur Peertube et cette information que tu pourrais éventuellement rentrer à la main, ça les plateformes n'aiment pas trop. Enfin, les OS n'aiment pas trop apparemment, donc ça leur pose quelques soucis. C'était un petit peu limite. Ils ont failli pas pouvoir publier sur l'une ou l'autre avant les 20 ans. Donc voilà, là c'est faux. Pour la petite histoire là-dessus, parce qu'on a au boulot, on publie aussi des apps sur le Play et l'App Store. Il y a 10 ans, Apple était un ayatollah. Si tu avais pas le bouton de la bonne couleur, de la bonne taille, voilà, c'est ça. Il te coupait la tête. Alors maintenant, Google, c'est devenu des gens avec lesquels on ne sait plus discuter, et Apple, c'est devenu des gens charmants. Oui. Tout a changé en 10 ans, complètement inversé. Apple, c'est vraiment je leur payerais bien une bière, c'est des gens, des développeurs sympathiques, alors que Google, ton application, matin, ils disent, mais en fait, elle est pas conforme, et tu dis, si, elle est conforme, elle l'était hier, pourquoi ce matin elle l'était pas? Donc tu resoumets la même application et dis, maintenant elle est conforme. YouTube, alors on m'a expliqué le problème. Là, on fait une grosse parenthèse dans ce bloc-notes. On m'a expliqué le problème, c'est que tu as les différentes possibilités de quand tu partages ta release, alpha, bêta, etc. Et que si tu n'as pas mis la dernière release sur tous les segments, sur toutes les possibilités, de temps en temps, le système va chercher le mauvais, va chercher une ancienne release par exemple, et donc du coup ça pose problème. C'est ce que m'a expliqué récemment. Donc je le dis comme ça en passant. Donc c'est bizarre, c'est comme ça. C'est lunaire. Hein. Oui, je m'en doute. Allez, on passe à la suite. Apple envisage d'équiper les futurs iPhone SE, iPhone 17R et MacBook de ses propres modems 5G. Apple aurait réussi donc à développer ses propres puces 5G après des difficultés initiales. Le MacBook 5G d'Apple n'arrivera pas avant 2026, donc ne courez pas tout de suite sur le store. Apple attendra une version améliorée de son modem 5G. Les modems 5G d'Apple seraient moins performants d'ailleurs que ceux de Qualcomm, notamment sans prise en charge de la technologie mmWave. Qualcomm reste donc pour le moment le principal fournisseur de puces modem d'Apple, mais ça va donc forcément évoluer dans un avenir plutôt proche. Hein. Pardon ? Des problèmes de brevet. Aussi, sans doute, probablement. Donc voilà. Quoi d'autre? On a été au bout de l'idée. Il faut se méfier des rumeurs avec Apple. Voilà. C'est pas faux, mais en même temps, c'est genre, je pourrais encore argumenter parce que effectivement, c'est sous forme d'une brève, mais le modem tel qu'il existe en tout cas chez Apple serait beaucoup plus mince, beaucoup plus plus petit que celui de Qualcomm, et en l'occurrence, en ce qui concerne l'iPhone 17R, ça aurait de l'intérêt puisque c'est un iPhone qu'on prédit en tout cas ultra mince, donc voilà, c'est une des pistes, voilà, ça vise à créer. Et ça fait partie de l'ADN d'Apple d'essayer de se débarrasser des fournisseurs et d'être indépendant. Pour l'instant, c'est bien au niveau matériel que logiciel, donc c'est le sens de l'histoire. Exact. Allez, on reparle de Raspberry. Et on reparle d'une news on en parlait en off, on va pas s'en cacher. C'est pas nouveau, mais ça évolue et petit à petit, c'est une bonne idée d'y coller quoi, au Raspberry Pi qui est tout seul un clavier.
Donc un nouveau Raspberry Pi 500, c'est un clavier avec l'ordinateur dedans. Moi, ça me rappelle mon Commodore 64 quand j'avais 14 ans, sauf qu'à ce que j'aime bien, 5 cm de haut. Oui, c'est ça, mais je te coupe 2 secondes, c'est que ton esprit a pensé clavier et t'as écrit moniteur. Non. Pi et son moniteur. D'accord. Si vous regardez sur YouTube, je vais parler de moniteur juste après parce qu'il y a les deux. Okay. Mais dans sa forme de base, c'est un Raspberry intégré dans un boîtier de clavier. Donc c'est un clavier relativement petit, une trentaine de centimètres, blanc. Ça ressemble un peu au clavier. Petit 30 centimètres. Ouais, 25. Ça ressemble un peu au clavier des Apple, comme ça, tout compact et tout. Enfin, il n'y a pas le pavé numérique sur le côté. Et à l'arrière, vous avez des connecteurs, 2 connecteurs HDMI, 2 connecteurs USB 3, l'USB-C pour le power. Vous avez un slot GIO pour connecter des interfaces externes parce que beaucoup de bricoleurs utilisent les Raspberry pour connecter des senseurs, des caméras et des choses externes. Et puis il y a aussi un port Ethernet gigabit. Et puis dans la bête, il y a une puce avec Bluetooth et du Wi-Fi 2.4 et 5 GHz. Donc c'est assez complet. C'est un processeur ARM multicore 2.4 GHz avec 8 Go de mémoire et un port pour la carte micro SD comme tous les Raspberry qui permet à la fois d'avoir la ROM entre guillemets, l'OS pour pouvoir booter et puis le disque pour pouvoir mettre ses fichiers. C'est alimenté par USB, je l'ai déjà dit, donc c'est ultra portable. Si on a un écran externe ou un écran portable en HDMI, ça prend pas beaucoup plus de place qu'un laptop, sauf qu'il y a 2 morceaux, l'écran et le clavier et les câbles. On n'a pas encore un truc tout bien fini. Ça coûte rien, ça coûte, j'ai pas le prix ici, je retrouve plus, mais je crois que c'est 90 80. Et alors ils ont une version un peu plus packagée avec la lime, avec une carte mémoire et une souris USB. Qui elle coûte $120, donc ça tient tout à fait la route. Il faut juste lui mettre un écran et c'est pour ça que j'ai écrit et son moniteur. Ils sortent également un moniteur portable, donc un moniteur LCD tout plat avec un petit pied qui s'alimente par l'HDMI également. Donc il suffit de le brancher et là on a vraiment un tout en un puisqu'on a le Wi-Fi, l'ordinateur intégré dans le clavier, la souris et l'ordinateur. Il est même VESA mountable, donc il a les slots standards VESA pour le mettre sur un pied. Et j'ai vu dans une vidéo un monsieur qui en avait 2, puisqu'il y a 2 prises HDMI capables chacune de sortir du 4K sur la puce graphique. On peut avoir deux moniteurs HDMI montés. Pour le prix, je trouve que c'est une excellente solution pour pouvoir démarrer. Kit complet, donc avec souris, alim, carte mémoire à $120. Hein, je répète, pour des étudiants, pour de la portabilité, pour une machine d'appoint, pour des tas d'usages. La seule chose que les bidouilleurs un peu plus experts ou un peu plus avancés vont regretter, c'est qu'il n'y a pas le fameux port A.2 que Raspberry a sur certaines machines qui permet de connecter un contrôleur NVMe et donc d'avoir un disque dur SSD plutôt que simplement la petite micro SD avec les lenteurs qu'on peut connaître parfois sur du micro SD. Quoi qu'il y ait un nouveau contrôleur, je connaissais pas, ça s'appelle A2 de micro SD sur cette version-là du Raspberry qui booste, d'après ce que j'ai lu, les performances en random I/O, donc en lecture-écriture aléatoire. Donc voilà, c'est déjà mieux qu'une micro SD traditionnelle, mais c'est pas encore un SSD qui pourrait justifier, si on en fait un ordinateur de bureau, ça pourrait avoir du sens d'avoir son disque dur externe connecté à partir duquel on peut booter. Tout ça, ça vient avec un OS qui s'appelle maintenant Raspberry Pi OS. J'avais loupé ça. C'est pas nouveau, c'est pas de là de maintenant. Non. C'est juste moi qui avais loupé la news, mais c'est l'ancien Raspbian. Enfin, c'est le Debian Linux packagé par Raspberry et préconfiguré par Raspberry. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a 3 versions de cet OS qui existent. Une version complète avec des tas de packages qui fait 1 giga et quelques à télécharger, une version juste l'OS et les drivers graphiques, donc Xwindows c'est le gestionnaire de fenêtres, et puis une version light, je suppose, si on n'a pas besoin d'interface graphique, qui elle fait quelques centaines de mégas à télécharger. Je trouvais le truc sympa, on est juste avant Noël, ça sort bien, et Marc, qui est la mémoire vivante des technos, nous a dit ouais mais on avait déjà parlé de ça, et donc j'ai été faire des recherches. Effectivement, c'était en novembre 2020, il y avait le Pi 400 qui était sorti, et qui avait à peu près le même form factor, il est un peu plus épais,
disais, évidemment, c'est de l'électronique d'il y a 4 ans, donc c'est pas les mêmes CPU, la même connectique, etc. Tout ça, ça a évolué. Mais l'idée, comme l'a dit Marc dans l'annonce, enfin dans le chapeau, c'est pas nouveau, c'est juste un refresh avec des technologies un peu plus modernes. Mais avec un prix, pour le coup, plancher. Il reste dans cette optique-là d'accessibilité. Il y avait eu des initiatives privées aussi, en dehors de Raspberry. On en avait parlé aussi en off, Sébastien, et d'ailleurs plus anciennes. J'ai déjà oublié le nom d'ailleurs. C'est toi qui avais présenté ça il y a déjà longtemps, où on tapait un Raspberry Pi dedans. Non, l'autre, Sébastien. Cano. C'était Cano. C'est Cano, c'est ça. Où il fallait c'était un peu du bricolage, mais c'était destiné aux enfants, je pense. L'idée, c'était de leur mettre dans les pattes un PC très bon marché, enfin une machine très très bon marché, et c'est pas la première fois qu'on intègre ce type de matériel. Je trouve ça plutôt pas mal, moi. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Non, oui, Kano existe toujours, et c'était le but de Kano, c'était surtout d'apprendre aux enfants de tripatouiller avec ça, avec une interface plutôt orientée enfant, avec des jeux et des formes, des applications. Il y avait un OS spécifique, un OS spécifique pour faire du blocky. Donc ce truc existe toujours et est toujours utilisé par les enfants. Ils en ont vendu plus d'1 million. Donc ça a bien tourné. Le Pi 500, je trouve c'est le truc est topissime. L'écran, c'est très chouette qu'il se lance dans les écrans. Je trouve juste ça un tout petit chouïa dommage qu'ils aient pas proposé une version tactile, parce que souvent c'est vrai. C'est quand même un usage que tu pourrais avoir sur ce genre de truc. Et donc, il manque pas grand chose, parce que c'est pas très cher de rajouter. T'as raison, parce que ce genre de truc. C'est une question de prix, Ils sont à $100 pour l'écran, je sais pas. Oui, mais ça va pas coûter beaucoup plus cher. Avoir une option écran tactile, ce serait pas complètement idiot. Parce que l'écran, une dalle tactile, c'est un film dessus. Et c'est ça. Mais parce que souvent, moi je l'ai déjà constaté, peut-être vous aussi, sur les sites électroniques qui te vendent de la micro-informatique, etc., et où on te propose des écrans, on te propose des bundles, le Raspberry Pi avec son écran tactile de 7 pouces ou de 10 pouces sur le côté. C'est assez courant. Ils en ont un en 7, ils en avaient pas en 10. Ici, c'est sur un 15. Ça aurait vraiment été sympa qu'ils le rajoutent. Ils le feront peut-être, parce que c'est finalement, ils peuvent faire une deuxième version. Et alors, le petit truc, c'est que en plus, si tu veux, tu peux même alimenter l'écran à partir du Raspberry en USB, mais alors tu es limité à 60% de sa luminosité. Sinon, après, il n'y a pas assez de puissance. Bah oui. Mais c'est très bien. Ouais, je trouve ça, effectivement, en période de fête, ce genre de choses. Et je pense que l'on avait déjà présenté ça. Le 400, on l'avait présenté. Parce que l'autre était sorti en novembre aussi. Oui, je pense qu'on l'avait sans doute évoqué de la même manière, donc c'est pas tout à fait un hasard. Si ça vous passionne, si ça vous intéresse, on met les liens comme toujours en description de cet épisode, donc vous irez jeter un petit coup d'œil et vous nous en direz peut-être des nouvelles. Il y a deux sujets maîtres en fait dans cet épisode. C'est d'un côté Raspberry, de l'autre côté Google. C'est un mélange bizarre, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est le hasard aussi des différents choix de nos chroniqueurs. Google a trouvé une solution sous Android pour le mal des transports, Sébastien. Tout à fait. Et alors effectivement, je te réponds parce que tu le soulignes, il y aurait eu des possibilités d'autres sujets parce qu'il y a eu d'autres actus. Oui. Que je ne souhaitais pas commenter. Donc voilà. Ouais. C'est trop tôt. Sur des choses qui font plaisir, de la techno, etc. Voilà. Donc Google, effectivement, ça c'est quelque chose, quand j'ai lu, je me suis dit, j'expliquerai ça à madame, ça lui fera plaisir, parce qu'elle a ce problème, comme beaucoup, certainement qui nous écoutent, c'est-à-dire quand vous êtes en voiture, si vous regardez un écran, après quelques minutes, vous dégobillez. Parce que le cerveau est pas habitué à avoir un truc fixe alors qu'on est en mouvement. Et c'est un problème. Je connais. Et dans une voiture, ça se peut encore se contrôler, mais je connais un journaliste belge qui a eu ça dans un hélicoptère et qui commentait en direct depuis son hélicoptère, et ses notes étaient sur un iPad, et donc il avait l'œil rivé sur son iPad, et donc ça n'a pas traîné. Et effectivement, je pense que le pilote, l'hélicoptère, tout le monde s'en souvient, le caméraman, enfin tout le monde se souvient de cet épisode, et il a dû abandonner la mission, comme on dit, et passer le relais à quelqu'un d'autre qui a beaucoup souffert dans cet hélicoptère après, à cause des différentes effluves, voilà. Mais bon, je ferme la parenthèse, mais comme quoi, c'est vrai que notre oreille interne est ainsi faite que c'est déstabilisant, quoi. Ouais.
Voilà, alors pour certains d'entre nous, ça ne pose pas fondamentalement un problème, on s'habitue et donc on peut continuer à lire dans une voiture. Moi j'ai aucun problème, je peux te lire un livre en voiture, je vais pas vomir après 5 minutes. Ma compagne, c'est impossible et donc même elle veut le volant ou elle ne lira jamais un truc sur le téléphone. Donc Apple a déjà trouvé une... Je pense que c'est un truc. Oui. Heureusement que maintenant on a des GPS parce que si tu lui faisais lire la carte routière par exemple, c'était la... voilà, c'était la merde. C'était la merde. Donc ça existe depuis la nuit des temps, ce problème. Et alors il y a des médicaments qui peuvent t'aider, mais t'as pas toujours envie de gober des médicaments pour aller rouler en voiture, juste pour regarder éventuellement ton téléphone. Et donc iOS donc Apple iOS 18 a sorti un outil déjà contre la cinétose, c'est comme ça que ça s'appelle, la cinétose. Et Google suit avec un même genre d'outil. Alors comment ça fonctionne? Pour le moment c'est en bêta, mais ça devrait pas être tardé à arriver chez nous. En fait c'est assez couillon. Donc votre écran, quand vous êtes en voiture, en plus de ce que vous voyez sur votre écran, il va rajouter toute une série de petits points gris, bleu, gris, et il va les faire bouger en même temps. Et donc, l'écran rajoute le mouvement qui est aussi le mouvement de la voiture, plus ou moins. Et donc, en un coup, ton oreille interne se synchronise en disant « Ouais, c'est bon, ce que je regarde, ça bouge. C'est comme si tu regardais par la fenêtre. » Alors qu'en fait, tu regardes un écran qui, lui, est totalement statique. Donc, c'est très simple. Ça fait des années qu'on aurait pu y penser. C'est un mec qui a pensé un jour en disant « Tiens, ça fonctionne. » Et ben maintenant, on va avoir ça sur Android comme on l'a sur iOS. C'est activé, alors que Android Authority a réussi à le faire tourner dans une version bêta des Google Play Services, donc je pense qu'il ne faudra même pas une nouvelle version d'Android et on aura ça probablement sur un update simplement sur votre téléphone actuel sans passer par un update complet d'Android, ou qu'on aura directement ça dans Android 16, mais voilà, ça ne saurait tarder, c'est une bonne nouvelle donc pour ceux qui ont ce type de problème en voiture. Ça arrive, on a pensé à vous. C'est bien. Ça s'appelle, parce que ils ont sorti un nom, c'est le Motion Q. Motion Q. Ouais, Apple c'est pas mal. Le même nom aussi. Il l'avait lancé donc avec iOS 18, et tu l'as dit. Et j'y ai pensé la semaine passée ou la semaine avant, parce que j'étais en voiture, je lisais un truc et justement j'étais un peu nauséeux. Et je me dis tiens, mon téléphone il devrait corriger ça. Donc je sais pas si c'est activé par défaut sur iOS ou s'il faut aller cliquer quelque part dans un menu pour l'activer. Mais normalement tu peux pas le chercher quand t'es en voiture, parce que sinon. Ben non, justement. C'est fou parce que je me dis en étant moi-même en lisant un truc. Étant devenu un usager des transports publics depuis quelques mois maintenant, je vois énormément de gens scotchés sur leur téléphone pour regarder des vidéos, lire des mails ou je sais pas ce qu'ils font, et je n'ai jamais vu quelqu'un malade. Voilà. Ceci dit, si ça, ceux qui voiture. En train, en métro, c'est quand même assez léger, c'est souvent en voiture, moi j'ai plus le problème. Et encore, ça dépend, une belle autoroute bien large, bien dégagée, il n'y a pas de souci, mais les petits trucs qui tournent... Mais parce que tu tournes pas beaucoup en train, exactement. C'est droit. Oui, c'est ça, c'est comme quand tu prends l'autocar pour aller à la neige, pour aller à la montagne. C'est ça. Donc d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser. Je vois que j'ai encore quelques secondes. Mon ex-femme, il y a très longtemps, quand une première sortie que nous avions fait ensemble, quand tu rentres et que tu dis, elle était un peu bourrée, ça m'avait fait chier parce qu'on devait déménager le lendemain. Et donc, effectivement, tu forces ce genre de problème quand tu forces les mouvements, les tournants, etc. Donc, nous n'avons pas réussi à arriver à la maison. Elle a dû vomir sur le trajet. C'était un petit peu cruel de ma part. Voilà, j'en suis désolé. Et aujourd'hui, elle apprend que c'était fait exprès. C'est chouette. Ah, totalement. On comprend pourquoi c'est ton ex-compagne, du coup. Tout s'explique à un moment donné. Voilà. Dites, j'en connais un qui va se télétransporter d'ici quelques instants. Il va se télétransporter dans le temps et dans l'espace, et nous allons le retrouver où ? Où va-t-on le retrouver ? Je vous le donne en mille. Nous sommes dans les couloirs des casinos de Las Vegas. Enfin, on n'est pas dans les couloirs, on est dans une belle salle, un petit studio d'enregistrement pour la conférence AWS reInvent, la conférence d'Amazon Cloud qui collecte tous les clients, qui réunit tous les clients d'Amazon pendant une semaine. Et dans ces couloirs et dans l'agenda de la conférence, j'ai trouvé, vous ne me croirez pas, un auditeur du podcast AWS. Grégory, bonjour. Enchanté, bonjour Seb, un fidèle auditeur de longue date des podcasts,
suis très, très fier et impressionné d'être ici dans ce studio avec le retour son et tout. Si on t'avait puis dit t'avoir à côté de moi, là. Si on t'avait dit que t'allais passer dans les technos en venant à Las Vegas, alors là. J'aurais un peu rigolé, ouais, je pense, ouais. Surtout que j'ai écouté les technos dans l'avion en venant, donc c'est assez rigolo. Tu es un van lifer également. Et oui, c'est à cause de Thierry, finalement, que j'ai découvert les technos. Parce que je le suivais dans le contexte de la van life, et puis un jour j'ai accroché, et puis nous voilà aujourd'hui à Vegas ensemble dans le podcast des technos, c'est extraordinaire. Et jeudi cette semaine, tu as une conférence où tu vas parler des différentes manières de personnaliser des large language models. Vous savez, ces modèles que vous utilisez pour chatter avec des intelligences artificielles comme ChatGPT, comme Claude, comme Llama. Si vous écoutez les technos régulièrement, bien la semaine passée, vous avez déjà entendu la première partie de cette conversation. Deuxième partie, on va aborder d'autres techniques pour personnaliser les large language models. Pourquoi les personnaliser? Vous allez me dire, c'est parce que quand on parle à ces modèles, vous l'avez déjà fait l'expérience vous-même avec ChatGPT, si vous posez des questions vraiment spécifiques sur des choses sur lesquelles il n'a pas été entraîné, des données privées de votre entreprise par exemple, il n'a pas les réponses parce qu'il ne les a pas vues. Et donc, c'est difficile d'utiliser ces modèles dans des contextes d'entreprise, à moins de leur apprendre les secrets de votre entreprise, et c'est de ça que tu parles. Il y a une technique qui est assez simple finalement, et peut-être que vous l'avez déjà essayé vous aussi, c'est simplement de donner plus de contexte dans votre question. Vous posez la question à ChatGPT et dans la question, vous mettez plein de contexte, tu fais ci, tu fais ça, voire même on donne, et je le fais de plus en plus régulièrement, je fais un copier-coller d'un article web ou d'un truc comme ça, et avec ChatGPT, il faut même plus faire de copier-coller. Maintenant, on lui donne l'URL, il est capable d'aller la chercher tout seul, et on lui demande de faire un résumé ou de générer quelque chose sur base de ça. Là, ils sont très bons, les modèles. Si on leur donne, c'est un peu triché, tu vas me dire, si on donne la réponse dans les questions, aller faire du résumé et remanier le texte, ils font ça très très bien. Oui, ils sont très très bons. Les autres exemples, c'est la traduction. En fait, on lui demande juste de traduire. On lui donne la réponse dans la question, on triche un peu. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est d'industrialiser tout ça, c'est de se dire comment ? Je ne vais pas pouvoir tout le temps donner la réponse. Mais non, si j'ai des milliers de documents internes dans mon entreprise, je ne peux pas aller chercher le bon document, faire le copier-coller et puis le donner pour avoir la réponse. Donc comment justement on peut industrialiser ça ? En fait, on va... Si vous avez suivi le podcast la semaine dernière, on a pris l'exemple d'un assistant personnel à qui on voulait apprendre une langue étrangère, et puis en fait, profondément, on voulait réentraîner ce modèle. Donc là, l'idée, je pense que ce qui peut être intéressant de dire, c'est qu'il y a deux grandes familles. Soit on va réentraîner profondément les modèles, soit on va aller chercher une aide externe. Et là, on va parler d'une technique on garde le modèle tel qu'il est, le modèle initial, et puis on va aller chercher de l'aide externe, comme si notre assistant avait lui-même un assistant. Et donc, on va aller dynamiquement chercher dans une base de données les informations pertinentes. En fait, tout le jeu va être là, c'est d'être capable d'aller stocker, trouver dans la base de données les informations pertinentes, sans avoir à donner en amont la réponse dans la question. En fait, on va utiliser une technique qui s'appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc la génération augmentée par la recherche, améliorée par la recherche. Donc on pose la question, si on veut résumer, on pose la question à notre modèle, et puis notre modèle n'a pas été entraîné... Oui, le modèle, c'est le modèle standard. C'est le modèle standard. Donc, a priori, prenons un exemple concret. Je travaille dans une entreprise, j'ai un produit qui s'appelle Super Cadillac V2, mais qui est top secret, on l'a pas encore lancé. Donc, si je veux, je sais pas moi, me faire une fiche de produit de ce produit-là, ChatGPT ou Meta ou Claude, ils savent pas le faire. Alors, on pourrait avec un peu d'humour dire, ils pourraient savoir le faire, ils vont savoir sortir quelque chose. Bon, il va imaginer une réponse. Ça va pas forcément être pertinent. Ouais. Donc l'idée, c'est de se dire, je vais aller chercher dans une base de données documentaire, on appelle ça une knowledge base sur AWS. On va aller chercher les informations pertinentes. On pourrait aussi prendre un exemple, si on veut avoir on pose une question sur les derniers Jeux Olympiques à Paris. Quel pays a gagné le plus de médailles ? Oui, ça a priori, c'est pas non plus, puisque son entraînement a été terminé à une certaine date, donc il connaît pas les infos récentes. Exactement. Je parle de Paul pour les auditeurs, c'est parce que dans mon talk, en fait, le modèle s'appelle Paul. Voilà. Donc en fait, c'est post à son entraînement, il sait pas. En fait, il ne peut pas trouver cette information. Donc, il va aller demander à un de ses petits camarades d'aller chercher l'information, tous les articles de presse. Et là, notre modèle va recevoir les articles de presse. Et là, il est très bon.
pour synthétiser tout ça et produire une bonne réponse. Ouais, en fait, la base de données documentaire va lui donner la réponse, mais brute, des textes, des extraits de PDF, de Word qu'on a pu trouver. Et comme moi, dans mon exemple au début, je mettais dans la question la réponse en faisant un copier-coller, et ben là, c'est un système qui va le faire. C'est un super copier-coller. Mais sur stéroïdes, mais vraiment dynamique. Mais comment on peut aller chercher les documents pertinents dans toute la base documentaire d'une entreprise? Alors c'est là qu'on rentre dans un peu de technique derrière. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, toute la base documentaire va être découpée en petits morceaux de texte, en fait, finalement. Des extraits de texte. Ouais, alors ça s'appelle des chunks, mais c'est pas fondamental pour la compréhension de la mécanique. Et pour chacun de ces petits éléments de texte, on va calculer un vecteur qui va capturer en fait finalement le sens et le contexte de ce petit bout de texte. Attends, un vecteur. Alors, je me souviens de mon cours de maths, 2 points dans un espace à 2 dimensions, ça fait un vecteur, c'est une distance et une direction. Mais on peut capturer la sémantique avec des vecteurs? Oui, parce qu'on va avoir en amont un autre mécanique qui s'appelle un encodeur, en fait, qui va être capable au moment où il découpe tous les documents, de les mettre dans le contexte. C'est très important, le contexte dans le cadre des modèles. Et pour 2 phrases, 2 bouts de texte qui parlent de la même chose, nous, en tant qu'humains, on sait que ça parle de la même chose. Prenons comme exemple Paris, la capitale de la France, et la Tour Eiffel a été construite en 1889. Je te crois sur parole. Oui. J'espère pas me tromper, on est filmé. Donc, pour un ordinateur, en fait, c'est 2 phrases qui n'ont rien à voir. Paris et la Tour Eiffel, a priori, il n'y a pas les mêmes mots. Donc, si on fait une recherche à la Google traditionnelle, qui recherche par mots-clés, ce sont 2 phrases qui n'ont rien à voir. Effectivement. Donc, là, les encodeurs, c'est la magie des encodeurs. C'est une partie des différentes techniques qu'on utilise, vont être capables de créer des vecteurs qui sont proches dans l'espace vectoriel pour ces 2 bouts de texte qui n'ont en réalité rien à voir. Donc la magie, elle est là, elle s'opère ici. Les suites de chiffres qui vont être produits pour représenter le texte par ces large language models sont des vecteurs, tu l'as dit, en plein de dimensions, je suppose, des centaines, des milliers de dimensions. Des milliers de dimensions. Oui, c'est difficile à se représenter. Oui. Mais comme, imaginez-vous, juste avec 2 dimensions, vous avez 2 vecteurs, donc 2 segments de droite qui sont proches dans un espace à 2 dimensionnel. Et ça, des ordinateurs sont capables de calculer facilement. La distance entre 2 vecteurs, c'est du calcul matriciel. On a tous fait ça à l'UNIF. Si vous avez des souvenirs d'UNIF et de maths. Oui, effectivement. Alors, on va. Là, on a dit tout à l'heure, on a expliqué qu'on avait découpé finalement tous nos documents en chunks, qui ont calculé des vecteurs, et tout ça, on va stocker ça dans une base de données. Mais une base de données pas telle qu'on l'imagine, une base de données vectorielle. Alors, les auditeurs ne seront pas surpris d'apprendre qu'une base de données vectorielle, c'est optimisé pour stocker. C'est incroyable, ça stocke des vecteurs, mais c'est aussi extrêmement efficace pour aller calculer la distance entre les vecteurs. C'est-à-dire que dans une base de données traditionnelle, si je veux aller rechercher... j'ai besoin d'un exemple rapidement. Toutes les commandes de Monsieur X, je fais, si vous connaissez un peu de SQL, un select from where l'ID est Monsieur X. Et ici, l'index, c'est un vecteur, et donc il va calculer des choses qui sont il va retrouver tous les vecteurs qui sont proches d'un que je lui donne en entrée. C'est marrant que tu prennes cet exemple-là, parce que finalement, si on est en SQL, ça serait comme faire un like, en fait, quelque chose qui va. C'est pas du égal, et c'est là que, une fois que les vecteurs sont créés, la base de données vectorielle a cette capacité de nous permettre de faire des recherches sémantiques extrêmement performantes sur des documents, parce qu'en fait, même si pour elle, les chunks qu'elle a calculés sont complètement différents, les bouts de texte sont différents, les vecteurs associés à ces chunks sont proches, donc elle, par ricochet, elle dit « Ok, ces vecteurs sont proches, donc je sais que ces bouts de texte parlent de la même chose. » Ça parle de quelque chose qui sémantiquement... c'est pas égal, c'est like. En fait, tu vois, c'est un petit peu... Et donc, ce qui va sortir de la base de données vectorielle, c'est tous les extraits de documents qu'on a pu y mettre, mais qui ont une sémantique proche de la question originale de l'utilisateur. Voilà. Et ensuite, ça va où, ça ? Ça retourne à notre modèle initial, qui lui, en recevant tous ces bouts de texte qui sont pertinents, il va les synthétiser, les agréger,
Et produire une réponse et donner pertinente. une réponse. Donc c'est ça que tu voulais dire, qu'on parle du super copier-coller 2.0. Dynamique. Voilà. Et dynamique. Essayons peut-être. Donc il y a deux phases. Il faut d'abord préparer cette base de données vectorielle. Donc là aussi, il y a une phase d'ingestion des données. Est-ce qu'on peut suivre la donnée? J'ai un nouveau document Word qui arrive avec une procédure interne à mon entreprise. Qu'est-ce qui lui arrive à ce document Word? Ce document Word, alors c'est souvent beaucoup de documents. Hein. Il va être découpé. Il va être découpé. Et c'est là que par rapport à tous ces petits... Alors, là, on dit découper pour simplifier, mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des overlaps entre les différents... Oui, donc on ne coupe pas à milieu de page. Non, c'est pas si simple. On peut prendre un paragraphe, et puis un deuxième paragraphe, et puis un troisième paragraphe avec un peu de je sais pas comment on dit overlap en français. Ça va se marcher un peu dessus, mais voilà, en fait, on va retrouver des bouts de documents. Oui, la dernière phrase dans les mêmes du premier morceau est également la première phrase du morceau suivant. Alors, et puis on calcule des vectors avec aussi des large language models, mais spécialisés, qui sont spécialisés pour calculer des vecteurs. C'est ce qu'on appelle des embeddings models. Ils sont dédiés, c'est les encodeurs qui sont... leur job, c'est de faire ça, en fait. Faire des vecteurs. Des vecteurs, mais qui ne sont pas juste... finalement, juste une représentation mathématique, si on revient à ce qu'on explique au début. Il y a l'aspect sémantique. Il y a le contexte, il y a la sémantique, et c'est là qu'il y a, pour nous, à un autre niveau, puisqu'on n'est pas des chercheurs en mathématiques... C'est là qu'il y a la magie. Ouais, c'est là que la magie s'opère, et d'où l'importance. Mais pour pouvoir détecter cette sémantique, il a dû être entraîné, ce modèle, sur plein de textes pour qu'il comprenne que s'il voit Tour Eiffel et Paris, il a vu tellement de fois, il a vu ces deux mots ensemble, qu'il y a probablement un lien ensemble. Et c'est là que les providers nous fournissent aussi ces modèles pour que ça soit beaucoup plus simple, parce que finalement, nous, on va dire, j'utilise tel modèle pour créer mes vecteurs, mais on n'a pas... conscience de toute la technologie qu'il y a eu avant pour créer ce modèle, en fait. Et ces modèles-là, pour bien les différencier avec ce que les gens connaissent... Avec les modèles de génération de texte qu'on connaît. Voilà, on parle plutôt des décodeurs à ce moment-là. Là, on parle plutôt des encodeurs. Ici, c'est en amont. Ceux-là sont dédiés à faire ça. Leur job n'est pas de faire ce que font les décodeurs, à savoir produire le texte. Leur job, c'est de découper le texte et de capturer la sémantique dans les vecteurs. Et donc on se retrouve avec une énorme base de données, avec comme index des vecteurs, avec comme documents, des extraits de documents. Ça, c'est la phase de préparation qui peut se continuer au fil de l'eau. Au fur et à mesure qu'il y a des documents qui arrivent, on peut enrichir ces bases de données avec les résultats des Jeux Olympiques, pour revenir à ton exemple de tout à l'heure. Et puis ça peut être rapide surtout, parce qu'on évoquait la semaine dernière des méthodes qui peuvent être longues, coûteuses. Là, réalimenter ce qu'on appelle une base de connaissances, une knowledge base, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher, ce qui nous permet non seulement de faire de super copier-coller, mais de le faire très régulièrement, voire quotidiennement si on a envie. Et alors pour terminer avec les quelques minutes qui nous restent, si on suit la chaîne du côté de l'utilisateur, je suis un utilisateur et je vais poser une question à un système comme ça. Vous en connaissez peut-être des systèmes comme ça, si vous utilisez perplexity.ai, c'est basé sur la technologie qu'on est en train de vous expliquer ici. Mais donc je suis un utilisateur, je pose ma question, quel est le pays qui a gagné le plus de médailles aux Jeux Olympiques 2024? Et je pose cette question à mon modèle Claude, qui lui, ou Llama, qui lui n'en sait rien. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans le contexte du RAG, avant que notre modèle Claude ou Llama produise la réponse, en fait, la réponse, elle va être via les encodeurs transformée en vecteur. La question. La question va être transformée en vecteur, merci Seb. Ensuite, on va aller chercher dans la base de connaissances qu'on a alimentée tous les vecteurs qui ressemblent et qui sont proches de ce vecteur. On va en sortir tous les chunks, les extraits de texte associés. Ces extraits de texte vont être renvoyés à l'autre modèle, Claude, que celui tu évoquais, qui génère du texte, qui va générer avec la question originale. Voici la question, voici tous les documents qu'on a trouvés dans la base de données. Débrouille-toi avec ça, fais-moi une réponse. Voilà, là c'est une somme de technologies c'est toute monumentale. Ça veut dire qu'il y a du code aussi, c'est plus que les modèles. Il y a une espèce d'orchestrateur qui doit aller interroger la base de données vectorielle, puis parler. Voilà, il y a un échange qui est fait entre les différents composants, l'encodeur, la vector database et le décodeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le RAG, toute cette chaîne et cette magie qui s'opère entre les différents composants. Le Retrieval Augmented Generation. Alors, tu l'as dit, ça coûte moins cher que le Continued Pre-Training ou le Fine Training dont on a parlé dans l'autre épisode, mais il faut quand même héberger cette fois non plus des large language models, parce que ça, ils peuvent être partagés, comme c'est le modèle standard de tout le monde, mais il faut héberger une base de données vectorielle. Et ça aussi, ça peut coûter cher. Alors beaucoup moins cher que les techniques qu'on a évoquées la semaine dernière. Et là aussi, on en revient toujours à cette infrastructure qui est de plus en plus aidante finalement. On peut utiliser, même en serverless, des bases de données qui sont fournies par Amazon par exemple, et qui sont beaucoup moins chères à stocker
que de réentraîner un modèle. Et nouveau, on parle d'Amazon parce qu'on est à la conférence Amazon ici, mais ce sont des technologies que vous pouvez trouver, je suppose, chez Google, chez Microsoft et les autres. Vous pouvez aussi avoir votre propre base vectorielle, il y en a plein. Là, j'ai évoqué celle-là parce que c'est très pratique, mais vous pouvez aussi avoir propre base vectorielle et utiliser celle-là. Pour des tests et du développement, moi j'ai déjà fait ça sur mon laptop simplement avec des toutes petites bases de données. J'ai oublié son nom, mais c'est une qui a été créée par Meta, par Facebook, qui démarre en ligne, je sais plus, mais ça démarre en ligne de commande et ça prend juste quelques secondes pour démarrer. Ça peut gérer quelques milliers de documents relativement facilement. Voilà, différentes techniques pour pouvoir personnaliser ces large language models qui sont de plus en plus utiles, mais ils sont encore plus utiles quand on arrive à les faire connaître, leur faire apprendre notre domaine métier, parce que là on peut faire des systèmes qui sont vraiment pertinents par rapport à un métier, par rapport à un cas d'utilisation spécial. On a cité Perplexity.ai comme étant un des systèmes grand public basé sur du RAG. Qui est une bonne illustration, parce que vous voyez, vous avez les liens vers ce qu'il a trouvé. Et puis ces techniques aussi permettent aussi d'éviter un peu les modèles qui divaguent quand ils ne savent pas, ils vont inventer. Là, comme on va chercher dans une base de données avec nos documents, on évite cette dispersion et le fait qu'il invente finalement, puisqu'il trouve les choses. Oui, c'est deux avantages en plus. Un, la précision de la réponse, puisqu'a priori on lui donne la bonne réponse, en tout cas si elle est dans la base de données. Si les données sont bonnes en amont, on en revient toujours au même problème. Et l'autre avantage, c'est qu'il peut, en plus du chunk, souvent la base de données garde la référence du document, c'est ce PDF-là. Et donc elle peut citer la source, et on voit ça avec Perplexity.ai. Il y a un petit numéro 1, et puis on peut aller voir 1, c'était le lien là, et donc on sait d'où vient la donnée, ce qui n'est pas le cas avec les large language models et le continue pre-training. Par exemple, oui. Bien, mais c'était très clair. Tu vas expliquer tout ça très clairement on va essayer. à la conférence AWS Reinvent. Merci Grégory de nous avoir donné un peu de ton temps très tôt le matin. Très tôt le matin. C'est facile pour les Européens et le jet lag. C'est vrai qu'on est complètement jet-lagué pour le moment. Bon. Merci. Retour au studio à Bruxelles, retour à Marc. Eh bien, passionnant. Je sais pas je sais ce que le Sébastien qui était à Las Vegas en pense. L'autre Sébastien, je sais pas encore ce qu'il en pense, mais moi j'ai trouvé ça passionnant. Ces deux épisodes, ces deux explications, celle de la semaine passée et celle-ci, très intéressant. Sébastien, qui écoutait ça avec attention. L'autre Sébastien, oui, pas celui qui. Bien sûr, parce que pendant que j'écoutais, je me dis, c'est intéressant, et donc j'ai fait quelques recherches. Et je pense que je vais m'amuser un petit peu pour essayer. C'est intéressant. Du coup, ça donne envie de je ne connaissais un petit pas peu le RAG, j'ai pas été jusque là, donc je me dis, il a attisé ma curiosité. Voilà, et donc, je pense que Sébastien a coupé son micro, l'autre Sébastien. Si vous voulez tester sur un laptop, il ne faut pas toute une infrastructure cloud. Il y a un framework qui s'appelle LangChain en Python, en JavaScript, qui permet de démarrer très rapidement. C'est très bien documenté. Il y a plein d'exemples pour faire ça. S'agissant de la conférence dont tu parles, qui était évoquée avec ton invité Grégory, tu as mis le lien dans il me semble, le lien YouTube dans les notes. La session a été enregistrée, nous on a enregistré ça lundi. Je sais pas ce qu'ils mettent dans l'oxygène d'ailleurs des casinos, mais j'avais l'air super speed pendant cette interview. Il était 8h du matin. Et j'avais déjà claqué 10 000 euros. J'avais juste bu un café latte, c'est tout. La conférence était jeudi et j'ai mis la vidéo, le lien vers la vidéo sur YouTube. Donc c'est dans les notes du podcast, effectivement, et je sens que il faut pas se coucher tout de suite, l'autre Sébastien. Non, mais de toute façon, Voilà, dormir, c'est très, très surfait pour moi ces derniers mois, ces dernières semaines particulièrement. Donc voilà. Mais merci à tous les deux pour cet épisode. C'était le 472e épisode des Technos. La semaine prochaine, un autre épisode avec d'autres chroniqueurs, évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les deux. Et on se dit donc à très bientôt. Salut!